l'analyse de quelques dispositifs de sécurité, j'avais essayé de voir comment apparaissaient les problèmes spécifiques de la population. Et en regardant d'un peu plus près ces problèmes de la population, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait été vite renvoyé au problème du gouvernement. En somme, il s'agissait de la mise en place dans ces premiers cours de la série sécurité, population, gouvernement. Bien, c'est maintenant ce problème du gouvernement que je voudrais essayer d'inventorier un peu. Bien sûr, il n'a jamais manqué, et ceci aussi bien au Moyen-Âge que dans l'Antiquité grecque et romaine, il n'a jamais manqué de ces traités qui se présentaient comme conseil aux princes quant à la manière de se conduire, d'exercer le pouvoir, de se faire accepter ou respecter de ses sujets, conseil pour aimer Dieu, obéir à Dieu, faire passer dans la cité des hommes la loi de Dieu, etc. Et je crois que ce qui est assez frappant, c'est que à partir du XVIe siècle, et dans toute cette période qui va en gros du milieu du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on voit se développer, fleurir toute une série très considérable de traités qui se donnent non plus exactement comme conseil aux princes, qui ne se donnent pas non plus encore comme science de la politique, mais qui, entre le conseil aux princes et le traité scientifique, ou le traité de sciences politiques, se présente comme art de gouvernement. Je crois que d'une façon générale, le problème du gouvernement éclate au XVIe siècle d'une manière simultanée à propos de bien des questions différentes et sous des aspects tout à fait multiples. Problème, par exemple, du gouvernement de soi-même, et alors vous avez là tout le problème, là, tourne autour, plutôt là, le retour au stoïcisme tourne bien au XVIe siècle, autour de cette actualisation, de cette réactualisation du problème comment se gouverner soi-même. Problème également du gouvernement des âmes et de conduite, et ça a été bien sûr tout le problème de la pastorale catholique ou protestante. Problème du gouvernement des enfants, et c'est la grande problématique de la pédagogie telle qu'elle apparaît ou se développe au XVIe siècle, et enfin seulement peut-être, gouvernement des États par les princes. Comment se gouverner? Comment être gouverné? Comment gouverner les autres? Par qui doit-on accepter d'être gouverné? Comment faire pour être le meilleur gouverneur possible, etc. Il me semble que tous ces problèmes sont dans leur intensité et dans leur multiplicité aussi, très caractéristiques du XVIe siècle, et ceci au point de croisement, pour dire les choses très schématiquement, de deux mouvements, de deux processus. Le processus, bien sûr, qui, défaisant les structures féodales, est en train d'aménager, de mettre en place les grands États territoriaux, administratifs, coloniaux. Et puis, un tout autre mouvement, qui n'est pas d'ailleurs sans interférence avec le premier, mais complexe, il n'est pas question d'analyser tout ça ici. L'autre mouvement qui, avec la réforme puis la contre-réforme, remet en question la manière dont on veut être spirituellement dirigé sur cette terre vers son salut. Mouvement d'une part de concentration étatique, mouvement d'autre part de dispersion et de dissidence religieuse. C'est là, je crois, dans le croisement entre ces deux mouvements que se pose, avec donc cette intensité particulière au XVIe siècle, le problème du comment être gouverné, par qui, jusqu'à quel point, à quelle fin, par quelle méthode, etc. C'est une problématique générale du gouvernement en général. Et je crois un des très dominants de cette question du gouvernement au XVIe siècle. Dans toute cette littérature
du gouvernement, et qui donc va s'étendre jusqu'au la fin du XVIIIe siècle, avec la mutation que j'essaierai de repérer tout à l'heure. Dans toute cette énorme littérature sur le gouvernement qui s'inaugure donc, ou en tout cas qui éclate, qui explose au milieu du XVIe siècle, eh bien, je voudrais bien sûr isoler simplement quelques points remarquables, car c'est une littérature immense, c'est une littérature monotone aussi. Je voudrais simplement repérer les points qui concernent la définition même de ce qu'on entend par le gouvernement de l'État, ce que nous appellerions, si vous voulez, le gouvernement sous sa forme politique. Pour essayer d'isoler quelques-uns de ces points remarquables quant à la définition du gouvernement de l'État, je crois que le plus simple, ce serait sans doute d'opposer cette masse de littérature sur le gouvernement à un texte. Un texte qui, du XVIe siècle au XVIIe siècle, au XVIIIe, pardon, n'a pas cessé de constituer, pour cette littérature du gouvernement, une sorte de point de répulsion explicite ou implicite. Ce point de répulsion, par rapport auquel, par opposition et rejet duquel se situe la littérature du gouvernement, ce texte abominable, c'est évidemment Le Prince de Machiavel. Texte dont l'histoire est intéressante, ou plutôt texte dont il serait intéressant de retracer les rapports qu'il a eus avec justement tous les textes qui l'ont suivi, critiqué, rejeté, etc. Il faut d'abord bien se souvenir que Le Prince de Machiavel n'a pas été immédiatement abominé, honoré au contraire par ses contemporains et ses successeurs immédiats, honoré à nouveau, justement, à la fin du XVIIIe siècle, ou plutôt au tout début du XIXe siècle, au moment où, justement, est en train de disparaître, vient de disparaître, toute cette littérature sur l'art de gouverner. Le Prince de Machiavel réapparaît à ce moment-là, au début du XIXe siècle, essentiellement d'ailleurs en Allemagne, où il est traduit, présenté, commenté par des gens comme Reberg, Léo, Ranke, Kellermann, etc. En Italie également avec Ridolfi. Et je crois dans un contexte, enfin ça serait analysé, je dis ça d'une façon tout à fait géométrique, dans un contexte qui était celui, d'une part, bien sûr, de Napoléon, le contexte aussi créé par la Révolution et le problème de la Révolution, c'est-à-dire comment et dans quelles conditions peut-on maintenir la souveraineté d'un souverain sur un État. C'est également l'apparition avec Clausewitz des problèmes des rapports entre politique et stratégie. C'est l'importance politique manifestée même par le Congrès de Vienne en 1815 de l'importance des rapports de force et du calcul des rapports de force comme principe d'intelligibilité et de rationalisation des rapports, des relations internationales. C'est enfin le problème de l'unité territoriale de l'Italie et de l'Allemagne, puisque vous savez que Machiavel avait été précisément un de ceux qui avaient cherché à définir à quelles conditions l'unité territoriale de l'Italie pourrait être faite. Bon, enfin c'est dans tout ce climat-là que Machiavel va donc réapparaître au début du XIXe siècle. Mais entre-temps, entre l'honneur qui a été fait à Machiavel au début du XVIe siècle et cette redécouverte, cette revalorisation du début du XIXe siècle, il est certain qu'il y a eu une longue littérature anti-Machiavel, tantôt sous une forme explicite, toute une série de livres qui en général d'ailleurs viennent de milieux catholiques, souvent même des jésuites. Vous avez par exemple le texte d'Ambrogio Politi qui s'appelle, pour ceux d'entre vous qui connaissent le latin et la cuisine, Disputationes de Libris a Christiano Detestandis, c'est-à-dire qu'on sache discussion sur les livres qu'un chrétien doit détester. Il y a le livre de quelqu'un qui a le malheur de porter le nom de Gentillet et le prénom d'Innocent. Alors, Innocent Gentillet a écrit un des premiers anti-Machiavel, qui s'appelle Discours d'État sur les moyens de bien gouverner contre Nicolas Machiavel. Bon, on retrouvera aussi plus tard, dans la littérature explicitement anti-machiavélienne,
le texte de Frédéric II de 1740, mais il y a aussi toute une littérature implicite qui est en position de démarquage et d'opposition sourde à Machiavel. C'est par exemple le livre anglais de Thomas Eliot qui s'appelle The Governor, qui est publié en 1580, le texte de Paruta sur la perfection de la vie politique, et cet autre texte, un des premiers, sur lequel je m'arrêterai d'ailleurs, de Guillaume de la Perrière, qui s'appelle Miroir politique, et qui a été publié en 1565. Que cet anti-machiavélisme soit, soit manifeste ou rare. Je crois que ce qui est important de ceci, c'est qu'il n'a pas simplement des fonctions négatives de barrage, de censure, de rejet de l'inacceptable. Et quel que soit le goût de nos contemporains pour ce genre d'analyse, vous savez, une pensée aussi forte, si subversive, si en avant d'elle-même, etc., que tous les discours quotidiens sont obligés de nous faire barrage par un mécanisme de refoulement essentiel, je crois que ce n'est pas ça qui est intéressant dans la littérature anti-Machiavel. La littérature anti-Machiavel est un genre positif qui a son objet, qui a ses concepts et qui a sa stratégie, et c'est comme tel dans cette positivité que je voudrais l'envisager. Donc, prenons, si vous voulez, cette littérature anti-Machiavel, explicite ou implicite. Qu'est-ce qu'on y trouve? Bien sûr, on y trouve négativement une sorte de portrait en creux, de la représentation en creux de la pensée de Machiavel. On se donne, ou on se reconstruit, un Machiavel adverse, dont on a besoin d'ailleurs pour dire ce qu'on a à dire. Ce prince, plus ou moins reconstitué, je ne pose pas actuellement la question de savoir en quoi, dans quelle mesure ça ressemble bien effectivement au prince de Machiavel lui-même, en tout cas ce prince contre lequel il se bat, contre lequel on veut dire autre chose, ce prince, comment est-ce qu'on le caractérise dans cette littérature? En gros, premièrement, par un principe. Ce principe, c'est celui-ci. C'est que, pour Machiavel, le prince serait, ouais, enfin peu importe, le prince est une singularité, enfin, est en rapport de singularité, d'extériorité, de transcendance par rapport à sa principauté. Le prince de Machiavel reçoit sa principauté, soit par héritage, soit par acquisition, soit par conquête. De toute façon, il n'en fait pas partie. Il est extérieur par rapport à elle. Le lien qui le lie à sa principauté est un lien soit de violence, soit de tradition, soit encore un lien qui a été établi par l'accommodement des traités et la complicité ou l'accord des autres princes, peu importe. De toute façon, c'est un lien, si vous voulez, purement synthétique. Il n'y a pas d'appartenance fondamentale, essentielle, naturelle ou juridique entre le prince et sa principauté. Extériorité, transcendance du prince par rapport. Voilà le principe. Le corollaire du principe, bien sûr, c'est que dans la mesure où ce rapport est extériorité, il est fragile. Il est fragile et il ne va pas cesser d'être menacé. Menacé de l'extérieur par les ennemis du prince qui veulent prendre ou reprendre sa principauté, de l'intérieur également, car il n'y a pas de raison en soi, de raison a priori, de raison immédiate pour que les sujets acceptent la principauté du prince. Troisièmement, après ce principe et ce corollaire, un impératif qui s'en déduit, c'est que l'objectif du pouvoir, l'objectif de l'exercice du pouvoir, ça va bien entendu être de maintenir et de renforcer et de protéger cette principauté. Plus exactement, cette principauté entendue, non pas comme l'ensemble constitué par les sujets et le territoire, si vous voulez, la principauté objective, il va s'agir de protéger la principauté en tant que cette principauté est le rapport du prince à ce qu'il possède.
au territoire dont il a hérité, qu'il a acquis, aux sujets qui lui sont soumis. Cette principauté, comme rapport du prince à ses sujets et à son territoire, c'est cela qu'il s'agit de protéger, et non pas directement ou immédiatement, ou fondamentalement, ou premièrement, le territoire et ses habitants. C'est ce lien fragile du prince à sa principauté que l'art de gouverner présenté, l'art d'être prince présenté par Machiavel doit avoir pour objectif. Et du coup, ceci entraîne pour le livre de Machiavel cette conséquence, c'est que le mode d'analyse va avoir deux aspects. D'une part, il s'agira de repérer les dangers. D'où viennent-ils? En quoi consistent-ils? Quelle est leur intensité comparée? Quel est le plus grand danger? Quel est le plus faible? Et, deuxièmement, l'art de manipuler les rapports de force qui vont permettre au prince de faire en sorte que sa principauté, comme lien à ses sujets et à son territoire, pourra être protégée. Bon, en gros, disons que le prince de Machiavel, tel qu'il apparaît au filigrane de ces différents traités, explicites ou implicites voués à l'anti-Machiavel, eh bien, le prince apparaît essentiellement comme un traité de l'habileté du prince à conserver sa principauté. Eh bien, je crois que c'est à cela, à ce traité de l'habileté du prince, du savoir-faire du prince, à cela que la littérature anti-Machiavel veut substituer quelque chose d'autre, et par rapport à cela de nouveau, et qui est un art de gouverner. Être habile à conserver sa principauté n'est pas du tout posséder l'art de gouverner. L'art de gouverner est autre chose. En quoi consiste-t-il? De là, je vais prendre, pour essayer de repérer, si vous voulez, des choses dans leur état encore fruste, je vais prendre un des premiers textes de cette grande littérature anti-machiavélienne, celui de Guillaume de la Perrière, qui date de 1567 donc, et qui s'appelle Le miroir politique, contenant diverses manières de gouverner. Dans ce texte, encore une fois, il est très décevant, si vous voulez, surtout quand on le compare à Machiavel lui-même, il est très décevant, mais on voit cependant s'esquisser un certain nombre de choses qui sont, je crois, intéressantes. Premièrement, dans ce texte, qu'est-ce que la Perrière entend par gouverner et gouverneur? Quelle définition en est? Eh bien, il dit, c'est à la page 23 de son texte, gouverneur peut être appelé monarque, empereur, roi, prince, seigneur, magistrat, prélat, juge et semblable. Et de même la Perrière, d'autres aussi, traitant de l'art de gouverner, rappelleront régulièrement que l'on dit également gouverner une maison, gouverner des arbres, gouverner des enfants, gouverner une province, gouverner un couvent, un ordre religieux, gouverner une famille. Ces remarques, qui ont l'air d'être des remarques, et qui sont des remarques pures vocabulaires, ont en fait des implications politiques importantes. C'est quand même ça. Le prince, tel qu'il apparaît chez Machiavel, en présentation qu'on le demande, le prince machiavélien, et par définition, c'était là le principe fondamental du livre tel qu'on le lisait, le prince est par définition unique dans sa principauté. Il est unique dans sa principauté et dans une position d'extériorité et de transcendance par rapport à elle. Alors que là, on voit que le gouverneur, les gens qui gouvernent, la pratique du gouvernement, d'une part, sont des pratiques multiples, puisque beaucoup de gens gouvernent. Le père de famille, le supérieur d'un couvent, le pédagogue, le maître par rapport à l'enfant ou au disciple. Il y a donc beaucoup de gouvernements par rapport auxquels celui du prince gouvernant son État n'est que l'une des modalités. Alors qu'il n'y a qu'une modalité de la principauté, c'est d'être prince. Et d'autre part, tous ces gouvernements
sont intérieures même à la société ou à l'État. C'est à l'intérieur de l'État que le père de famille va gouverner sa famille, que le supérieur du couvent va gouverner son couvent, etc. Il y a donc à la fois pluralité des formes de gouvernement et immanence des pratiques de gouvernement par rapport à l'État. Multiplicité et immanence de ces activités qui l'opposent radicalement à la singularité transcendante du prince de Machiavel. Bien sûr, parmi toutes ces formes de gouvernement que l'on peut saisir s'entrecroisant, s'enchevêtrant à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'État, bien sûr, il y a une forme bien particulière de gouvernement et qu'il va s'agir précisément de repérer. C'est cette forme particulière de gouvernement qui va s'appliquer à l'État tout entier. Et c'est ainsi que, essayant de faire la typologie des différentes formes de gouvernement, Lamotte-Levaillé, dans un texte un peu plus tardif que celui que j'ai fait, qui date exactement du siècle suivant, parce que de 100 ans plus tard, ou 80 ans, Lamotte-Levaillé dira, dans une série de textes qui sont des textes pédagogiques pour le dauphin, Lamotte-Levaillé dira, au fond, il y a 3 types de gouvernement qui relèvent chacun d'une forme de science ou de réflexion particulière. Le gouvernement de soi-même, qui relève de la morale. Deuxièmement, l'art de gouverner une famille comme il faut, et qui relève de l'économie. Et enfin, la science de bien gouverner l'État, qui, elle, relève de la politique. Par rapport à la morale et à l'économie, il est bien évident que la politique a sa singularité et que Lamotte-Levaillé indique bien que la politique, ce n'est pas exactement l'économie, ni tout à fait la morale. Je crois que ce qui est important de saisir, c'est que malgré cette typologie, ce à quoi se réfère, ce que postulent toujours ces arts de gouverner, c'est une continuité essentielle de l'une à l'autre et de la seconde à la troisième. C'est-à-dire que, alors que la doctrine du prince, ou d'ailleurs la théorie juridique du souverain, essaie sans cesse de bien marquer la discontinuité entre le pouvoir du prince et toute autre forme de pouvoir, alors qu'il s'agit d'expliquer, de faire valoir, de fonder cette discontinuité, là, dans ces arts de gouverner, on va essayer de repérer la continuité. Continuité ascendante et continuité descendante. Continuité ascendante, en ce sens que celui qui veut pouvoir gouverner l'État doit d'abord savoir se gouverner lui-même, puis à un autre niveau gouverner sa famille, son bien, son domaine, le domaine, et finalement il arrivera à gouverner l'État. C'est, si vous voulez, toute cette espèce de ligne ascendante qui va caractériser ces pédagogies du prince qui sont si importantes à cette époque-là, et dont Lamotte-Levaillé donne un exemple, au prince, au dauphin. Pour le dauphin, il écrit d'abord un livre moral, puis un livre d'économie, sur la manière de gérer sa famille et son bien, et enfin un traité de politique. C'est la pédagogie qui va donc, pédagogie du prince, qui va assurer cette continuité ascendante des différentes formes de gouvernement. Puis inversement, vous avez une continuité descendante, en ce sens que quand un État est bien gouverné, eh bien les familles, les pères de famille savent bien gouverner leur famille, leur richesse, leurs biens, leurs propriétés, et les individus aussi se dirigent comme il faut. Cette ligne descendante qui fait retentir jusque sur la conduite des individus, la gestion des familles, le bon gouvernement de l'État, cette ligne descendante, eh bien c'est ce qu'on commence à appeler à cette époque-là précisément la police. La pédagogie du prince assure la continuité ascendante des formes de gouvernement, et la police leur continuité descendante. Vous voyez en tout cas que dans cette continuité, vous voyez une pièce essentielle. La pièce essentielle, aussi bien dans la pédagogie du prince que dans les polices, l'élément essentiel, l'élément central, eh bien, c'est ce gouvernement de la famille. C'est ce gouvernement de la famille que l'on appelle justement l'économie et autres. L'art du gouvernement
tel qu'il va apparaître, tel qu'il apparaît dans toute cette littérature. L'art du gouvernement, c'est essentiel, doit répondre essentiellement à cette question. Comment introduire l'économie? C'est-à-dire la manière de gérer comme il faut les individus, les biens, les richesses, comme on peut le faire à l'intérieur d'une famille, comme le peut le faire un bon père de famille qui sait diriger sa femme, ses enfants, ses domestiques, etc., qui sait faire prospérer la fortune de sa famille, qui sait ménager pour elle les alliances qui conviennent. Comment introduire cette attention, cette méticulosité, ce type de rapport père de famille à sa famille, comment l'introduire à l'intérieur de la gestion d'un État? L'introduction de l'économie à l'intérieur de l'exercice politique, c'est cela, je crois, qui sera l'enjeu essentiel du gouvernement. Et que ce le soit au XVIe siècle, c'est vrai, ça le sera également encore au XVIIIe siècle. Et dans l'article économie politique de Rousseau, vous voyez très bien comment Rousseau pose encore le problème dans ces mêmes termes, disant en gros, le mot économie désigne et ne peut désigner, enfin, désigne originairement le sage gouvernement de la maison pour le bien commun de toute la famille. Problème, dit Rousseau, problème, comment ce sage gouvernement de la famille pourra-t-il, mutatis mutandis et avec les discontinuités qu'il marquera, comment est-ce qu'on peut l'introduire à l'intérieur de la gestion générale de l'État? Gouverner un État sera donc mettre en œuvre l'économie, une économie au niveau de l'État tout entier, c'est-à-dire avoir à l'égard des habitants, des richesses, de la conduite de tous et de chacun, une forme de surveillance, de contrôle, non moins attentif que celui du père de famille sur la maisonnée et ses biens. Une expression d'ailleurs importante dans le XVIIIe siècle caractérise bien cela encore. Quesnay parle d'un bon gouvernement comme un gouvernement économique. Et on trouve alors en Quesnay, j'y reviendrai plus tard, le moment, justement, cette notion du gouvernement économique, qui est au fond une tautologie, puisque l'art de gouverner, c'est l'art, précisément, d'exercer le pouvoir dans la forme de l'économie, selon le modèle de l'économie. Mais si Quesnay dit gouvernement économique, c'est que déjà le mot économique, pour des raisons que j'essaierai d'élucider tout à l'heure, est en train de prendre son sens moderne, et il apparaît à ce moment-là que l'essence même de ce gouvernement, c'est-à-dire de l'art d'exercer le pouvoir dans la forme de l'économie, doit avoir pour objet principal ce que nous appelons maintenant le mot économie désignait les formes de gouvernement au XVIe siècle, il désignera au XVIIIe siècle un niveau de réalité, un champ d'intervention pour le gouvernement à travers une série de processus complexes et je crois absolument capitaux de notre histoire. Bon, donc voilà ce que c'est que gouverner, être gouverné. Deuxièmement, toujours dans ce même texte de Guillaume de la Poirière, on trouve le texte suivant. Gouvernement est une droite disposition des choses desquelles on prend charge pour les conduire jusqu'à fin comprise. C'est autour de cette seconde phrase que je voudrais accrocher une nouvelle série de remarques après celle qui concernait donc la définition même du gouverneur et du gouvernement. Gouvernement et droite disposition des choses. Je voudrais m'arrêter un petit peu à ce mot « chose ». Parce que, quand on regarde dans Le Prince de Machiavel, ce qui caractérise l'ensemble des objets sur lesquels porte le pouvoir. On s'aperçoit que pour Machiavel, l'objet en quelque sorte, la cible du pouvoir, c'est deux choses. C'est d'une part un territoire, et sur ce territoire, les gens qui habitent ce territoire. En ceci d'ailleurs, Machiavel ne fait rien d'autre que de reprendre pour son usage propre avec ses fins particulières de son analyse, un principe juridique qui est celui-même par lequel on caractérisait la souveraineté dans le droit
public du Moyen-Âge du XVIe siècle, la souveraineté ne s'exerce pas sur des choses, elle s'exerce d'abord sur un territoire et par conséquent sur les sujets qui habitent sur ce territoire. En ce sens, on peut dire que le territoire est bien l'élément fondamental et de la principauté de Machiavel et de la souveraineté juridique des souverains tels que les définissent les philosophes ou les théoriciens. Bien sûr, ces territoires peuvent être féconds ou stériles, ils peuvent avoir une population dense ou au contraire clairsemée, ces gens peuvent être riches ou pauvres, actifs, paresseux, etc. Mais tous ces éléments ne sont que des variables par rapport au territoire qui est le fondement même de la principauté ou de la souveraineté. Or, dans le texte de Ferrier, vous voyez que le gouvernement et la définition du gouvernement ne se réfèrent en aucune manière au territoire. On gouverne des choses. Quand la Ferrier dit que le gouvernement gouverne des choses, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne crois pas qu'il s'agisse pour lui d'opposer les choses aux hommes, mais plutôt de montrer que ce à quoi se rapporte le gouvernement, c'est non pas donc le territoire, mais une sorte de complexe constitué par les hommes et les choses. Je veux dire encore que ces choses que le gouvernement, dont le gouvernement doit prendre la charge, dit la Ferrière, ce sont les hommes, mais dans leurs rapports, dans leurs liens, dans leurs intrications avec ces choses que sont les richesses, les ressources, les subsistances, le territoire, bien sûr, dans ses frontières, avec ses qualités, son climat, sa sécheresse, sa fécondité, etc. Ce sont les hommes dans leur rapport avec ces autres choses que sont les coutumes, les habitudes, les manières de faire ou de penser, etc. Et enfin, ce sont les hommes dans leur rapport avec ces autres choses encore que peuvent être les accidents ou les malheurs, comme la famine, les épidémies, la mort, etc. Que le gouvernement porte sur les choses entendues ainsi, comme cette intrication des hommes et des choses, je crois qu'on en trouverait facilement la confirmation dans la métaphore inévitable à laquelle on se réfère toujours dans ces traités de gouvernement, qui est bien sûr la métaphore du bateau. Qu'est-ce que c'est que gouverner un bateau? Bien sûr, c'est prendre en charge les marins, mais c'est prendre en charge en même temps le navire, la cargaison. Gouverner un bateau, c'est aussi tenir compte des vents, des écueils, des tempêtes, des intempéries, etc. Et c'est cette mise en relation des marins qu'il faut sauver, avec le navire qu'il faut sauver, avec la cargaison qu'il faut porter au port, et leur relation avec tous ces événements que sont les vents, les écueils, les tempêtes, etc. C'est cette mise en relation qui caractérise le gouvernement d'un bateau. Même chose pour une maison. Gouverner une maison, gouverner une famille, au fond, ce n'est pas essentiellement avoir pour fin et but de sauver la propriété, les propriétés de la famille. C'est essentiellement avoir comme objectif, comme cible, eh bien, les individus qui composent la famille, leur richesse, leur prospérité. C'est tenir compte des événements qui peuvent arriver, les morts, les naissances. C'est tenir compte des choses que l'on peut faire, qui sont par exemple les alliances avec d'autres familles. C'est toute cette gestion générale qui caractérise le gouvernement. Et par rapport à quoi le problème de la propriété terrienne pour la famille, ou l'acquisition d'un territoire, ou la souveraineté sur un territoire pour le prince, ne sont finalement que des éléments relativement secondaires. L'essentiel, c'est donc ce complexe de choses, hommes et choses, c'est cela qui est l'élément principal, le territoire, la propriété n'en étant en quelque sorte qu'une variable. Là encore, ce thème que l'on voit apparaître dans cette curieuse définition du gouvernement comme gouvernement des choses, c'est-à-dire ce thème, vous allez le retrouver pendant le XVIIe et au XVIIIe siècle encore. Frédéric II, dans son Anti-Machiavel, a des pages tout à fait significatives là-dessus, quand il dit, par exemple, comparons la Hollande et la Russie. La Russie est un pays qui peut bien avoir les frontières les plus étendues
de tous les États européens. De quoi est faite la Russie? Elle est faite de marécages, elle est faite de forêts, elle est faite de déserts, elle est à peine peuplée de quelques bandes de gens qui sont pauvres, misérables, sans activité, sans industrie, comparé au contraire à la Hollande. La Hollande, elle est toute petite, elle est faite elle aussi d'ailleurs de marécages, mais il y a en Hollande une population telle, une richesse telle, une activité commerciale, une flotte, etc., qui font que la Hollande est un pays important en Europe, ce que la Russie est à peine en train de commencer à être. Bon, donc gouverner, c'est gouverner les choses. Je reviens encore à ce texte que je citais tout à l'heure, quand Lapeyrière disait « Gouvernement est une droite disposition des choses desquelles on prend charge pour les conduire jusqu'à fin convenable. » Le gouvernement a donc une finalité. Il dispose des choses, au sens de dire, il dispose des choses pour les faire. Et en cela encore, je crois que le gouvernement s'oppose très clairement à la souveraineté. Bien sûr, la souveraineté, dans les textes philosophiques, dans les textes juridiques aussi, n'a jamais été présentée comme un droit pur et simple. Il n'a jamais été dit, ni par les juristes, ni a fortiori par les théologiens, que le souverain légitime serait fondé à exercer son pouvoir. Un point, c'est tout. Le souverain doit toujours, pour être un bon souverain, se proposer une fin, c'est-à-dire, dit régulièrement le texte, le bien commun et le salut de tous. Je prends par exemple un texte juridique de la fin du XVIIe siècle. Pufendorf dit « On ne leur a conféré aux souverains, on ne leur a conféré l'autorité souveraine qu'afin qu'ils s'en servent pour procurer et maintenir l'utilité publique. Un souverain ne doit rien tenir pour avantageux à lui-même s'il ne l'est aussi à l'État. » Or, ce bien commun, ou encore ce salut de tous, que l'on trouve régulièrement invoqué, posé comme la fin même de la souveraineté, ce bien commun dont parlent les juristes, en quoi consiste-t-il? Eh bien, si vous regardez quel contenu réel juristes et théologiens donnent à ce bien commun, c'est ceci. C'est qu'il y a bien commun lorsque les sujets obéissent tous et sans défaillance aux lois, exercent bien les charges que l'on leur a commis, pratiquent bien les métiers auxquels ils sont voués, respectent l'ordre établi dans la mesure du moins où cet ordre est conforme aux lois que Dieu a imposées à la nature et aux hommes. C'est-à-dire que le bien public, c'est essentiellement l'obéissance à la loi du souverain sur cette terre, ou à la loi du souverain absolu, Dieu. Mais de toute façon, ce qui caractérise la fin de la souveraineté, ce bien commun, ce bien général, ce n'est finalement rien d'autre chose que la soumission à la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, la fin de la souveraineté est circulaire. La fin de la souveraineté renvoie à l'exercice même de la souveraineté. Le bien, c'est l'obéissance à la loi. Donc, le bien que se propose la souveraineté, c'est que les gens obéissent à la souveraineté. Circularité essentielle, qui, quelle qu'en soit évidemment la structure théorique, la justification morale ou les effets pratiques, n'est pas tellement éloignée de ce que Machiavel disait quand il disait que l'objectif principal du prince devait être de maintenir sa principauté. On est bien toujours dans ce cercle de la souveraineté par rapport à elle-même, de la principauté par rapport à elle. Or, avec la nouvelle définition, avec ces recherches de définition du gouvernement, je crois qu'on voit apparaître un autre type de finalité. Le gouvernement est défini par Lapeyrière comme étant une manière droite de disposer des choses pour les conduire, non à la forme du bien commun, comme disent les textes des juristes, mais à une fin convenable. Fin convenable pour chacune de ces choses qui sont précisément à gouverner, ce qui implique d'abord une pluralité de fins spécifiques. Par exemple, le gouvernement aura à faire en sorte que l'on produise le plus possible de richesses. Le gouvernement aura à faire en sorte que l'on fournisse aux gens
assez de subsistance, ou même le plus de subsistance possible. Le gouvernement aura à faire en sorte que la population puisse se multiplier, etc. Donc toute une série de finalités spécifiées qui vont devenir l'objectif même du gouvernement. Et pour atteindre ces différentes finalités, on va disposer des choses. Et ce mot de disposer est important, car dans la souveraineté, ce qui permettait d'atteindre la fin de la souveraineté, c'est-à-dire l'obéissance aux lois, quel était l'instrument de cette finalité? La loi elle-même. Loi et souveraineté faisaient donc absolument corps l'une avec l'autre. Au contraire, là, il ne s'agit pas d'imposer une loi aux hommes, il s'agit de disposer des choses, c'est-à-dire d'utiliser plutôt des tactiques que des lois, ou d'utiliser au maximum les lois comme des tactiques. Faire en sorte, par un certain nombre de moyens, que telle et telle fin puisse être atteinte. Je crois qu'on a là une rupture aussi importante, alors que la fin de la souveraineté se trouve en elle-même, et que ces instruments, elle les tire d'elle-même sous la forme de la loi. La fin du gouvernement, elle est dans les choses qu'on dirige, elle est à rechercher dans la perfection ou la maximalisation, l'intensification des processus qu'il dirige, et les instruments du gouvernement, au lieu d'être des lois, vont être des tactiques diverses. Régression par conséquent de la loi, ou plutôt, dans la perspective de ce que doit être le gouvernement, eh bien, la loi n'est certainement pas l'instrument majeur. Là encore, on retrouve le thème qui a couru pendant tout le XVIIe siècle. Vous le trouvez manifestement explicite au XVIIIe, dans tous les textes des économistes et des physiocrates, quand ils expliquent que ce n'est certainement pas par la loi que l'on peut effectivement obtenir, atteindre les fins du gouvernement. Enfin, quatrième remarque, quatrième repère, pris toujours dans ce texte de Guillaume de la Périère, mais sur ce point qui est très simple et élémentaire, je serai très rapide, c'est que Guillaume de la Périère dit quelqu'un qui sait bien gouverner, un bon gouverneur, doit posséder patience, sagesse et diligence. Par patience, qu'est-ce qu'il en dit? Bien, quand il veut expliquer le mot de patience, il prend l'exemple de ce qu'il appelle le roi des mouches à miel, c'est-à-dire le bourdon. Il dit le bourdon règne sur la ruche, vrai ou pas vrai, peu importe, et il règne sans avoir besoin d'aiguillon. Dieu a voulu montrer par là, d'une façon mystique, dit-il, que le vrai gouverneur ne doit pas avoir besoin d'un aiguillon, c'est-à-dire d'un instrument pour tuer, c'est-à-dire d'un glaive, pour exercer son gouvernement. Il doit avoir patience plutôt que colère, ou encore, ce n'est pas le droit de tuer, ce n'est pas le droit de faire valoir sa force qui doit être essentiel dans le personnage du gouverneur. Et cette absence d'aiguillon, quel contenu positif lui donner, eh bien, ça sera la sagesse et la diligence. La sagesse, c'est-à-dire, non pas exactement comme c'était la tradition, la connaissance des lois, humaines ou divines, la connaissance de la justice ou de l'équité, mais la sagesse qui va être requise de celui qui gouverne, c'est précisément cette connaissance des choses, des objectifs que l'on peut atteindre, que l'on doit faire en sorte d'atteindre, la disposition que l'on doit utiliser pour les atteindre, c'est cette connaissance-là qui va constituer la sagesse du souverain. Et quant à sa diligence, eh bien sa diligence, c'est précisément ce qui fait que le souverain ne doit, ou plutôt celui qui gouverne, ne doit gouverner que dans la mesure où il va se considérer et agir comme s'il était au service de celui qui sont gouvernés. Et là encore, la Périère se réfère à l'exemple du père de famille. Le père de famille, c'est celui qui se lève plus tôt que tous les gens de sa maison, c'est celui qui se couche plus tard que tous les autres, c'est celui qui veille à tout, car il se considère comme étant au service de sa maison. Bon,
Cette caractérisation du gouvernement, vous saisissez tout de suite combien elle est différente de la caractérisation du prince telle qu'on l'a trouvée ou telle qu'on pensait la trouver chez Machiavel. Bien sûr, cette notion de gouvernement est encore très fruste, malgré quelques caractères de nouveauté. Je crois que cette toute petite esquisse de la notion et de la théorie de l'art de gouverner, cette toute petite première esquisse, n'est certainement pas restée en l'air au XVIe siècle. Elle n'était pas simplement affaire de théoriciens politiques. Je crois qu'on peut repérer ces corrélations dans le réel, si vous voulez. D'une part, la théorie du gouvernement, la théorie de l'art de gouverner, a été liée, dès le XVIe siècle, à tout le développement de l'appareil administratif des monarchies territoriales, apparition des appareils de gouvernement, des relais de gouvernement. Elle était liée aussi à tout un ensemble d'analyses et de savoirs qui se sont développés depuis la fin du XVIe siècle et qui ont pris toute leur ampleur au XVIIe, essentiellement cette connaissance de l'État dans ses différentes données, dans ses différentes dimensions, dans les différents facteurs de sa puissance, et c'est ce qu'on a appelé précisément la statistique, comme science de l'État. Enfin, troisièmement, je crois que cet art de gouverner, cette recherche d'un art de gouverner a été, ne peut pas ne pas être mise en corrélation avec le mercantilisme et le capitalisme, qui sont à la fois des efforts pour... Il y a à cela, je crois, un certain nombre de raisons. D'abord, des raisons historiques qui ont bloqué cet art de gouverner. Des raisons historiques au sens strict du mot raison historique, on les trouverait facilement. Je crois que c'est tout simplement, là je parle en très gros bien sûr, la série des grandes crises du XVIIe siècle, la guerre de 30 ans d'abord avec ses ravages, ses ruines, deuxièmement au milieu du siècle, occupant tout le milieu du siècle, les grandes émeutes paysannes et urbaines, et enfin, terme du siècle, eh bien, la crise financière, la crise de subsistance également, qui a obéré toutes les politiques des monarchies occidentales à la fin du XVIIe siècle. L'art de gouverner, au fond, il ne pouvait se déployer, se réfléchir, prendre et multiplier ses dimensions qu'en période d'expansion, c'est-à-dire hors des grandes urgences militaires, économiques, politiques, qui n'ont pas cessé de harceler le XVIIe siècle, du début à la fin. Bon, raisons historiques, si vous voulez, massives et grossières, qui ont bloqué cet art de gouverner. Je pense aussi que cet art de gouverner, formulé au XVIe siècle, s'est trouvé bloqué au XVIIe siècle à cause d'autres raisons. On pourrait appeler, si vous voulez, par des mots que j'aime pas beaucoup, les structures institutionnelles et mentales, en tout cas, disons que la prééminence du problème et de l'exercice de la souveraineté, à la fois comme question théorique et comme principe d'organisation politique, a été un facteur fondamental dans ce blocage de l'art de gouverner. Tant que la souveraineté était le problème majeur, tant que les institutions de souveraineté étaient les institutions fondamentales, tant que l'exercice du pouvoir a été réfléchi comme exercice de la souveraineté, l'art de gouverner ne pouvait pas se développer d'une manière spécifique et autonome. Et je crois qu'on en a un exemple justement dans le mercantilisme. Le mercantilisme, il a bien été le premier effort, j'allais dire la première sanction de cet art de gouverner au niveau à la fois des pratiques politiques et des connaissances sur l'État. C'est vrai. Et en ce sens, on peut dire que le mercantilisme, c'est bien un premier seuil de rationalité dans cet art de gouverner, dont le texte de la Perrière indiquait simplement quelques principes plus moraux que réels. Le mercantilisme, c'est bien la première rationalisation de l'exercice du pouvoir comme pratique du gouvernement. Le mercantilisme, c'est bien la première fois où l'on commence à constituer un savoir de l'État qui puisse être utilisable pour les tactiques du gouvernement. C'est absolument vrai, mais le mercantilisme s'est trouvé bloqué et arrêté, je crois. Pourquoi? Précisément parce qu'il se donnait comme objectif quoi? Eh bien, essentiellement la puissance du souverain. Comment faire en sorte, non pas tellement que le pays soit riche, mais que le souverain puisse disposer de richesse,
qu'il puisse avoir le trésor dont il a besoin, qu'il puisse constituer les armées avec lesquelles il peut faire sa politique. L'objectif du mercantilisme, c'est la puissance du souverain. Et les instruments que se donne le mercantilisme, qu'est-ce que c'est? C'est des lois, c'est des ordonnances, c'est des règlements. C'est-à-dire les armes mêmes traditionnelles de la souveraineté. Objectif, le souverain. Instrument, les outils mêmes de la souveraineté, le mercantilisme. Essayer de faire entrer les possibilités données par un art réfléchi de gouvernement à l'intérieur d'une structure institutionnelle et mentale de souveraineté qui le bloquait du fait même. De sorte que pendant tout le XVIIe siècle, et jusqu'à la grande liquidation des thèmes mercantilistes du début du XVIIIe siècle, eh bien, l'art de gouverner est resté en quelque sorte à piétiner sur place, pris entre deux choses. D'une part, un cadre trop large, trop abstrait, trop rigide, qui était précisément la souveraineté, comme problème et comme institution. Et cet art de gouverner a essayé de, si vous voulez, composer avec la théorie de la souveraineté. On a bien essayé de déduire d'une théorie renouvelée de la souveraineté les principes directeurs d'un art de gouverner. Et c'est là où interviennent les juristes du XVIIe siècle, lorsqu'ils formulent ou lorsqu'ils réactualisent la théorie du contrat. La théorie du contrat va être précisément celle avec laquelle, du contrat fondateur, de l'engagement, si vous voulez, réciproque des souverains et des sujets, va être une espèce de matrice théorique à partir duquel on essaiera de rejoindre les principes généraux d'un art de gouverner. Mais si la théorie du contrat ou si cette réflexion sur les rapports du souverain et ses sujets a eu un rôle fort important dans la théorie du droit public, de fait, l'exemple de Hobbes se trouve à l'évidence, malgré le fait que ce que Hobbes voulait arriver à trouver, c'était, au bout du compte, les principes directeurs d'un art de gouverner, en fait, il en est toujours resté à la formulation des principes généraux de droit public. Donc, d'un côté, cadre trop large, trop abstrait, trop rigide, la souveraineté, et d'autre part, un modèle trop étroit, trop faible, trop inconsistant, qui était celui de la famille. C'est-à-dire que l'art de gouverner, ou bien essayer de rejoindre la forme générale de la souveraineté, ou bien, ou plutôt en même temps, il se rabattait, et il ne pouvait pas ne pas se rabattre sur cette espèce de modèle concret qui était le gouvernement de la famille. Comment faire pour que le souverain, le gouverneur plutôt, celui qui gouverne, puisse gouverner l'État aussi bien, d'une façon aussi précise, méticuleuse, etc., qu'on peut gouverner une famille. Et par là même, on s'est trouvé bloqué par cette idée de l'économie qui, à cette époque-là encore, ne se référait jamais qu'à la gestion d'un petit ensemble constitué par la famille et la maisonnée. La maisonnée d'une part, le père de famille, l'État et le souverain de l'autre, l'art de gouverner ne pouvait pas trouver sa dimension propre. Eh bien, comment s'est fait le déblocage de l'art de gouverner? Eh bien, lui aussi, bien sûr, ce déblocage, tout comme le blocage, il est dû à un certain nombre, en tout cas, il faut le réinscrire dans un certain nombre de processus généraux. Ça a été l'expansion démographique du XVIIIe siècle, reliée elle-même à l'abondance monétaire, reliée elle-même à l'augmentation de la production agricole, selon des processus circulaires que les historiens connaissent bien et que par conséquent j'ignore. Bon. Tout ceci étant le cadre général, on peut dire que d'une façon plus précise. Le problème le déblocage de cet art de gouverner, il a été lié, je crois, à l'émergence du problème de la population. Nous disons encore qu'on a un processus assez subtil qu'il faudrait essayer de restituer en détail, dans lequel on verrait comment la science du gouvernement, le recentrement de l'économie sur autre chose que la famille, et enfin le problème de la population sont liés les uns à les autres. C'est à travers le développement de la science du gouvernement que l'économie a pu se recentrer sur un certain niveau de réalité que nous caractérisons maintenant comme économique,
Et c'est toujours à travers le développement de la science du gouvernement qu'on a pu découper le problème spécifique de la population, mais on pourrait dire aussi bien que c'est grâce à la perception des problèmes spécifiques de la population, c'est grâce à l'isolement de ce niveau de réalité qu'on appelle l'économie que le problème du gouvernement a pu enfin être pensé, réfléchi et calculé hors du cadre juridique de la souveraineté. Et cette même statistique, qui dans le mercantilisme n'avait, dans le cadre du mercantilisme, n'avait jamais pu fonctionner qu'à l'intérieur et en quelque sorte au bénéfice d'une administration monarchique fonctionnant elle-même dans la forme de la souveraineté, cette même statistique va devenir le facteur technique principal, ou un des facteurs techniques principaux de ce déblocage. Comment, en effet, est-ce que le problème de la population va permettre le déblocage de l'art de gouverner? Eh bien, d'abord, la population, la perspective de la population, la réalité des phénomènes propres à la population va permettre d'écarter définitivement le modèle de la famille et de recentrer cette notion d'économie sur quelque chose d'autre. En effet, ce que la statistique, cette statistique donc qui avait fonctionné jusque-là à l'intérieur des cadres administratifs et donc du fonctionnement de la souveraineté, cette même statistique découvre, montre peu à peu que la population a ses régularités propres, son nombre de morts, son nombre de maladies, ses régularités d'accidents, etc. La statistique montre également que la population comporte des effets propres à son agrégation, et puis ces phénomènes également sont irréductibles à ceux de la famille. Ça va être les grandes épidémies, ça va être les extensions endémiques, ça va être la spirale du travail et de la richesse, etc. Bon, la statistique montre également que par ses déplacements, par ses manières de faire, par son activité, la population a des effets économiques spécifiques. La statistique, prenant et permettant de quantifier les phénomènes propres à la population, en font apparaître la spécificité irréductible avec le petit cadre de la famille. Exit par conséquent la famille comme modèle, sauf un certain nombre de thèmes résiduels qui peuvent être plutôt moraux et religieux. La famille comme modèle du gouvernement va disparaître. Mais en revanche, ce qui va apparaître à ce moment-là, c'est la famille comme élément à l'intérieur de la population et comme relais fondamental pour gouverner la population. Autrement dit, l'art de gouverner jusqu'à la problématique de la population, l'art de gouverner ne pouvait se penser qu'à partir du modèle de la famille, à partir de cette économie entendue comme gestion de la famille. À partir du moment où, au contraire, la population va apparaître comme étant absolument irréductible à la famille, du coup, la famille passe au niveau inférieur par rapport à la population, elle apparaît comme élément à l'intérieur de la population, elle n'est donc plus un modèle, elle est un segment simplement privilégié, parce que lorsqu'on voudra obtenir quelque chose de la population, quant au comportement sexuel, quant à l'ampleur, à la démographie, le nombre d'enfants, quant à la consommation, etc., c'est bien par la famille qu'il faudra passer. Mais la famille de modèle va devenir instrument privilégié pour le gouvernement des populations et non pas modèle chimérique pour le bon gouvernement. Ce déplacement de la famille de modèle, du niveau de modèle au niveau de l'instrumentation, ce décalage est, je crois, absolument fondamental. Et c'est bien, en effet, à partir du milieu du XVIIIe siècle que la famille apparaît dans cette instrumentalité par rapport à la population. Ça va être les campagnes sur la natalité, ça va être les campagnes concernant le mariage, ça va être les campagnes concernant les vaccinations, les inoculations, etc. Bon. Donc, ce qui fait que la population permet le déblocage de l'art de gouverner, c'est donc qu'il élimine le modèle de la famille. Deuxièmement, la population va apparaître par excellence comme étant le but dernier du gouvernement, parce qu'au fond, quel peut être le but du gouvernement? Certainement pas
gouverner, mais améliorer le sort des populations, augmenter leur richesse, augmenter leur durée de vie, augmenter leur santé, etc. Et quels instruments est-ce que le gouvernement va se donner pour obtenir ces fins qui sont en quelque sorte immanentes au champ de la population? Eh bien, les instruments qu'on va se donner, ça va être essentiellement la population, en agissant sur elle directement par des campagnes, ou encore en agissant indirectement par des techniques qui vont permettre, par exemple, de stimuler sans que les gens s'en aperçoivent trop le taux de natalité, ou en dirigeant dans telle ou telle région vers telle activité des flux de population, etc. La population apparaît donc au lieu, plutôt que la puissance du souverain, la fin du gouvernement va donc être la population, fin et instrument. La population va apparaître comme sujet de besoin, d'aspiration, mais aussi comme objet entre les mains du gouvernement. La population va apparaître comme consciente en face du gouvernement de ce qu'elle veut et inconsciente aussi de ce qu'on lui fait faire. L'intérêt comme conscience de chacun des individus constituant la population. Et l'intérêt comme intérêt de la population, quels que soient les intérêts ou aspirations individuelles de ceux qui la composent, c'est cela qui va être dans ce équivoque la cible et l'instrument fondamental du gouvernement des populations. Naissance d'un art, ou en tout cas de tactique et de technique absolument nouvelle. Enfin, la population va être le point autour duquel va s'organiser ce qu'on appelait, si vous voulez, la patience du souverain dans les textes du XVIe siècle, c'est-à-dire que la population va être l'objet dont le gouvernement devra tenir compte dans ses observations, dans son savoir, pour arriver effectivement à gouverner de façon rationnelle et réfléchie. La constitution d'un savoir de gouvernement, cette constitution est absolument indissociable de la constitution d'un savoir de tous les processus qui tournent autour de la population au sens large, de ce qu'on appelle précisément l'économie. Je vous disais la dernière fois que l'économie politique avait pu se constituer à partir du moment où, entre les différents éléments de la richesse, était apparu un nouveau sujet qui était la population. Eh bien, c'est en saisissant ce réseau continu et multiple de rapports entre la population, le territoire, la richesse, etc., c'est en saisissant ce rapport que se constituera et une science que l'on appelle la science politique, une science que l'on appelle l'économie politique, et en même temps un type d'intervention caractéristique du gouvernement qui va être l'intervention sur le champ de l'économie et de la population. Bref, le passage d'un art de gouverner à une science politique, le passage d'un régime dominé par les structures de souveraineté à un régime dominé par les techniques du gouvernement se fait au XVIIIe siècle autour de la population et par conséquent autour de la naissance de l'économie politique. En disant cela, je ne veux pas dire du tout que la souveraineté a cessé de jouer un rôle à partir du moment où l'art de gouverner a commencé à devenir science politique. Je dirais même au contraire, que jamais le problème de la souveraineté ne s'est posé avec autant d'acuité qu'à ce moment-là, car il s'agissait précisément, non plus comme au XVIe siècle ou au XVIIe, d'essayer de déduire d'une théorie de la souveraineté un art de gouverner, mais étant donné qu'il y avait un art de gouverner, étant donné qu'il se déployait, quelle forme juridique, quelle forme institutionnelle, quel fondement de droit on allait pouvoir donner à la souveraineté qui caractérise un État. Lisez les deux textes de Rousseau, le premier chronologiquement, c'est-à-dire l'article économie politique de l'encyclopédie, et vous y voyez comment Rousseau pose le problème du gouvernement et de l'art du gouvernement,
en enregistrant précisément ceci, et le texte est très caractéristique de ce point de vue-là, il dit « Le mot économie désigne essentiellement la gestion par le père de famille des biens de la famille. Mais ce modèle ne doit plus être accepté, même si on s'y est référé longtemps. De nos jours, dit-il, nous savons bien que l'économie politique n'est plus l'économie familiale. Et sans se référer explicitement ni à la physiocratie, ni à la statistique, ni au problème général de la population, il enregistre bien cette coupure et le fait que économie politique a un sens tout à fait nouveau qui ne doit plus être rabattu sur le vieux modèle de la famille. Il se donne en tout cas dans cet article la tâche de définir un arbre de la famille. Puis il écrira le social, qui sera précisément le problème de savoir comment, avec des notions comme celle de nature, comme celle de contrat, comme celle de volonté générale, on peut donner un principe général de gouvernement qui fera place à la fois aux principes juridiques de la souveraineté et aux éléments par lesquels on peut définir et caractériser un art du gouvernement. Donc, la discipline, la souveraineté, n'est absolument pas éliminée par l'émergence d'un art nouveau de gouverner, une science politique, un art de gouverner qui a maintenant franchi ce seuil. Le problème de la souveraineté n'est pas éliminé, au contraire, il est rendu plus aigu que jamais. Quant à la discipline, elle non plus, elle n'est pas éliminée, bien sûr. Son organisation, sa mise en place, toutes les institutions à l'intérieur desquelles elle avait fleuri au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, les écoles, les ateliers, les armées, etc. Bien sûr, tout cela faisait corps, ne se comprend que par le développement des grandes monarchies administratives, mais jamais non plus la discipline n'a été plus importante ni plus valorisée qu'à partir du moment où on essayait de gérer la population. Et gérer la population ne voulant pas dire simplement gérer la masse collective des phénomènes, ou les gérer au niveau simplement de leurs résultats globaux. Gérer la population, ça veut dire la gérer également en profondeur, la gérer en finesse et la gérer en détail. Par conséquent, l'idée d'un gouvernement comme le gouvernement de la population rend plus aigu encore le problème de la fondation de la souveraineté, et on a Rousseau, et rend plus aigu encore la nécessité de développer les disciplines, et on a toute cette histoire des disciplines que j'ai essayé de raconter ailleurs, de sorte qu'il faut bien comprendre les choses, non pas du tout comme la substitution d'une société de souveraineté, le remplacement d'une société de souveraineté par une société de discipline, puis d'une société de discipline par une société, disons, de gouvernement. On a en fait un triangle, souveraineté, discipline et gestion gouvernementale, une gestion gouvernementale dont le cible principale c'est la population et dont les mécanismes essentiels sont les dispositifs de sécurité. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'était un lien historique profond entre le mouvement qui fait basculer les constantes de la souveraineté derrière le problème maintenant majeur du choix de gouvernement et des choix de gouvernement. Donc, rapport entre ce mouvement qui fait basculer la souveraineté derrière le problème du gouvernement, le mouvement qui fait apparaître la population comme une donnée, comme un champ d'intervention, comme la fin des techniques du gouvernement. Troisièmement, le mouvement qui isole l'économie comme domaine spécifique de réalité et l'économie politique à la fois comme science et comme technique d'intervention du gouvernement dans ce champ d'activité. C'est ces trois mouvements, je crois, gouvernement, population, économie politique, dont il faut bien remarquer qu'ils constituent à partir du XVIIIe siècle une série solide qui n'est certainement pas encore aujourd'hui dissociée. J'ajouterai simplement encore un mot, et je vous dirai, si j'avais voulu donner au cours que j'ai entrepris cette année un titre plus exact, ce n'est certainement pas sécurité, territoire, population que j'aurais choisi. Ce que je voudrais faire, et ce que je voulais faire il y a quelques mois, j'en sais rien, en tout cas ce que je voudrais faire maintenant, si vraiment je voulais le faire,
ça serait quelque chose que j'appellerais une histoire de la gouvernementalité. L'histoire de la gouvernementalité, je veux dire par ce mot de gouvernementalité trois choses. Gouvernementalité, j'entends l'ensemble constitué par les institutions, les procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spécifique, quoique trop complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de savoir l'économie politique, pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité. Deuxième. Par gouvernementalité, j'entends une seconde chose. C'est la tendance, la ligne de conduite qui, dans tout l'Occident, n'a pas cessé de conduire, et depuis fort longtemps, vers la prééminence de ce type de pouvoir que l'on peut appeler le gouvernement sur tous les autres. Souveraineté, discipline, etc. Ce qui a amené, d'une part, le développement de toute une série d'appareils spécifiques du gouvernement, le développement aussi de toute une série de savoirs. Enfin, par gouvernementalité, je crois qu'il faudrait entendre le processus, ou plutôt le résultat du processus, par lequel l'état de justice du Moyen-Âge, devenu au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, état administratif, s'est trouvé petit à petit gouvernementalisé. On sait quelle fascination exerce aujourd'hui l'amour ou l'horreur de l'État. On sait combien on s'attache à la naissance de l'État, à son histoire, à ses avancées, à son pouvoir, à ses abus. Cette survalorisation du problème de l'État, on la trouve essentiellement sous deux formes, je crois, soit sous une forme immédiate, affective et tragique, c'est le lyrisme du monstre froid en face de nous. Vous savez, une seconde manière de survaloriser le problème de l'État, et sous une forme paradoxale, car elle est apparemment réductrice. C'est la manière qui consiste, l'analyse qui consiste à réduire l'État à un certain nombre de fonctions, comme par exemple le développement des forces productives, la reproduction des rapports de production. Et ce rôle réducteur de l'État par rapport à autre chose le rend tout de même cet État absolument essentiel comme cible à attaquer et, vous le savez bien, comme une position privilégiée à occuper. Or, pas plus actuellement sans doute que dans le cours de son histoire, n'a eu cette unité, cette individualité, cette fonctionnalité rigoureuse, et je dirais même cette importance. Après tout, l'État n'est peut-être qu'une réalité composite et une abstraction mythifiée, dont l'importance est beaucoup plus réduite qu'on le croit. Peut-être. Ce qu'il y a d'important pour notre modernité, c'est-à-dire pour notre actualité, ce n'est donc pas l'étatisation de la société, c'est ce que j'appellerais plutôt la gouvernementalisation de l'État. Nous vivons dans l'ère de la gouvernementalité, celle qui a été ouverte au XVIIIe siècle. Gouvernementalisation de l'État, qui est un phénomène particulièrement retors, puisque si effectivement les problèmes de la gouvernementalité, les techniques de gouvernement sont devenus réellement le seul enjeu politique et le seul espace réel de la lutte et des joutes politiques, cette gouvernementalisation de l'État a tout de même été le phénomène qui a permis à l'État de survivre. Et il est vraisemblable que si l'État existe tel qu'il existe maintenant, c'est grâce précisément à cette gouvernementalité qui est à la fois intérieure à l'État et extérieure, puisque ce sont les tactiques de gouvernement qui, à chaque instant, permettent de définir ce qui doit relever de l'État et ce qui ne doit pas relever, ce qui est le public et ce qui est le privé, ce qui est étatique et ce qui est non étatique, etc. Donc, si vous voulez, l'État dans sa survie et l'État dans ses limites ne doivent se comprendre qu'à partir des tactiques générales de la gouvernementalité. Et peut-être pourrait-on dire
d'une façon alors qui est tout à fait globale, grossière et par conséquent inexacte, on pourrait reconstituer ainsi les grandes formes, les grandes économies du pouvoir en Occident de la manière suivante. D'abord, l'état de justice, né dans une territorialité de type féodal et qui correspondrait en gros à une société de la loi coutumière, loi écrite, avec tout un jeu d'engagement et de litige. Deuxièmement, l'état administratif, né dans une territorialité de type frontalier, et non plus féodal. Au XVe, XVIe siècle, cet état administratif qui correspond à une société de règlement et de discipline. Et enfin, un état de gouvernement qui n'est plus essentiellement défini par sa territorialité, par la surface occupée, mais par une masse, la masse de la population, avec son volume, sa densité, avec bien sûr le territoire sur lequel est répandu, mais qui n'en est en quelque sorte qu'une composante, et cet état de gouvernement qui porte essentiellement sur la population et qui se réfère et utilise l'instrumentation du savoir économique, eh bien cet état de gouvernement correspondrait à une société contrôlée par les dispositifs de sécurité. Bon, voilà, si vous voulez, quelques propos sur la mise en place de ce phénomène que je crois important de la gouvernementalité. Alors, si les choses poursuivent leur cours, eh bien, j'essaierai maintenant de vous montrer comment cette gouvernementalité est née. D'une part, à partir d'un modèle archaïque qui a été celui de la pastorale chrétienne. Deuxièmement, en prenant appui sur un modèle, ou plutôt sur une technique diplomatico-militaire, deuxièmement, et enfin, troisièmement, comment cette gouvernementalité n'a pu prendre les dimensions qu'elle a que grâce à une série d'instruments bien particuliers qui sont dont la formation est contemporaine précisément de l'art du dernier et que l'on appelle, au sens ancien du terme, au sens du XVIIe et du XVIIIe siècle, la police, la pastorale, les nouvelles techniques diplomatico-militaires et enfin la police. Je crois que ça a été ça les trois grands points d'appui à partir desquels il a pu se produire ce phénomène fondamental dans l'histoire de l'Occident qui a été la gouvernementalisation de l'État.